Salut à tous, épisode 4 avec la Movistar, on est sur PCM 2025. Ici, je vais vous proposer le Tour de Catalogne, qui est un objectif très important pour le sponsor. On l'a choisi en tout cas en début d'année. Et ensuite, on ira s'intéresser à 3 classiques que sont finalement celles qui se disputent pendant le Tour de Catalogne, à savoir Bruges-La-Panne, à savoir le 3 Saxo Classique, évidemment, Gand-Wevelgem, tout en sachant que sur cette période-là, où on est quand même spécialement attendu parce qu'il y a du pic de forme dans l'air par rapport à ce que je vous ai proposé avant. On avait programmé notre forme pour ce moment-là, et d'ailleurs aussi pour la semaine suivante. Donc on a 15 jours normalement de grâce, si tout va bien. L'équipe est divisée en 4. Une partie sur le Tour de Catalogne, l'autre partie sur les classiques. La troisième partie sur Milan-San Remo que je vous proposais de suite, et la quatrième partie joue des courses un petit peu moins importantes. Alors Milan-San Remo, donc j'y vais avec Formolo, vous voyez, Will Barta, Jefferson Cepeda, c'est-à-dire pas mes plus grosses forces, et c'est un choix, c'est comme ça. On n'avait pas d'objectif particulier autour de ça, et puis surtout j'estimais qu'on n'avait pas des masses d'espoir à nourrir. Du coup, on va montrer le maillot. On va jouer sur la visibilité. J'ai envoyé le portugais Guerreiro pour montrer le maillot de la Movistar à l'avant. On va donc participer à cette fameuse échappée qui ne sert à rien sur Milan-San Remo. On est deux. Il y a Elia Viviani aussi, l'ancien sprinter de très bon niveau. Souvenir. Et puis voilà, on va s'amuser tous les deux. Là, voilà, on passe un petit moment de la journée ensemble. On se fait plaisir. Et puis après, tôt ou tard, on va être pris par le peloton. C'est logique. Pourquoi ? Parce que les enjeux sont simples. Pogačar souhaite faire tout exploser. Il a bien raison. Les UAE roulent donc très très fort. Ici, vous voyez Soler qui s'illustre. Et puis, de toute façon, les Lidl Trek de Pedersen, mais les Visma Lease Bike aussi, ne sont pas bien loin et sont prêts à essayer d'intervenir à tout moment. Donc, Soler, ici, va être celui qui aide à reprendre nos 2 fuyards du matin. Donc, bye bye, Guerreiro, Viviani, on peut se relever, c'est bon. On a existé pendant 240 km, et puis après, maintenant, place à la course. Donc, les capis, on est ici dans le Capo Berta dans quelques secondes, et puis ensuite ce sera évidemment l'enchaînement Cipressa et Poggio. Donc dans la Cipressa, moi je cherche juste à me montrer aux avant-postes, voilà, on va pas tout révolutionner. UAE roule trop fort de toute façon, on n'a pas grand chose à faire à part du placement. Et puis ensuite, une fois que la Cipressa, au cours de laquelle rien ne s'est passé, alors que phénomène exceptionnel en 2025, on a quand même vu de drôles d'offensives dès la Cipressa, et ça c'est quand même incroyable. Il y a une petite révolution qui se passe sur Milan-San Remo, et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il faut quand même reconnaître que c'est essentiellement dû au phénomène Pogačar, mais peut-être aussi au phénomène Van Der Poel. Enfin, il y a comme ça des mecs qui sont des extraterrestres de ce sport, et il contribue à révolutionner un petit peu les choses. Allez, c'est parti pour le Poggio. On a pris quelques roues. On va voir si on est capable d'exister. Tesfazion peut jouer un rôle. Sanchez, Pelayo peut jouer un rôle. Formolo, qui sait. Allez, ça part ici. Attaque de Pogačar. Van Der Poel n'est pas exactement bien placé comme il se doit. Regardez, Pogačar qui fait la diff. Mais derrière, quelqu'un va faire l'effort pour le reprendre, c'est Mats Pedersen, bien sûr. Et donc, les autres sont bien derrière au moment de la feu cabine téléphonique. 17 secondes au sommet, 20 secondes même pour les deux hommes. C'est réglé. C'est réglé. Voilà, 20 secondes au sommet du Poggio avant la descente. On ne les reverra plus. D'ailleurs, ils accroissent leur avance. Ils doivent rouler comme des malades. Et Pogačar va ainsi être challengé par Mats Pedersen pour l'arrivée à San Remo. Voilà, Pedersen intelligemment qui prend la roue. Pogačar qui a fourni beaucoup d'efforts, qui lance le sprint. Derrière nous, on essaye aussi de lancer notre sprint, mais sauf qu'on est un peu ridicule.
Et regardez, Pedersen a tapé Pogacar, bah évidemment, hein, il est quand même plus rapide au sprint. Victoire donc sur Milan-San Remo pour Mats Pedersen. Et nous, on vient sauver ici une... c'est quoi déjà? Ouais, petite placette, voilà, pas grand-chose d'extraordinaire, mais on a semi-existé. Van Der Poel est battu. Beaucoup de gens sont battus de toute façon. Tous ceux qui ne sont pas partis exactement dans le bon tempo, il n'y a que Pedersen qui a eu la capacité à reprendre Tadej Pogacar. Et voilà comment se passe ce Milan-San Remo. On fait 9e avec Tess Fatsion, c'est pas si ridicule non plus. Hein. Philipsen remporte le sprint des spécialistes, mais aura fait partie de ceux qui sont dépassés. Voilà. Donc l'offensive a payé, mais c'est Pedersen qui récolte, c'est pas Poggi. On passe maintenant au Tour de Catalogne, très important. Nous voici donc sur le Tour de Catalogne, premier objectif sponsor de la saison, avec la grosse équipe si je puis dire, et puis surtout des niveaux de forme et de préparation qui sont totalement à la hauteur de nos attentes. Vous voyez que Enric Mas et Pablo Castrillo sont déjà sous pic de forme. J'espère que ça durera jusqu'au Pays Basque, mais c'est possible. Et puis par contre les autres, ça va arriver. Première étape assez ouverte, je dirais, avec des possibilités pour les sprinteurs, bien sûr. On sait qu'Olaf Koy est présent, entre autres. On sait que Kort Nielsen peut faire partie de la liste des favoris. Et moi, j'ai pas de sprinter en tant que tel, ni même de puncher capable réellement d'aller sprinter comme ça avec les meilleurs. En revanche, j'ai une petite idée derrière la tête à l'examen du profil de l'étape. C'est de tenter ma chance quasiment avant le sommet de la dernière bosse avec quelqu'un d'assez costaud pour terminer sur la barre jaune. Voilà le projet. Donc c'est à ça que je me destine si je le peux. Surprise par rapport à l'annonce faite au précédent épisode, puisqu'ils ont changé leur start list, les Visma Lease a Bike. Vingegaard est présent, mais on pourra aussi avoir dans notre adversité de sérieux noms comme Jean Almeida, comme Juan Ayuso, qui sait. Puis évidemment, ça s'ajoute à des gens comme Rodriguez de chez Ineos, qui sera sûrement aidé par Egan Bernal. Mais attention également à Carapace. Bref, c'est quand même pas évident d'aller négocier le top 3 là-dessus, mais on va essayer de s'y atteler. On a quand même tout en magasin pour le faire. Je protège ici Mas et Romeo, et Rubio, parce que Rubio peut être ma deuxième option au général, et le petit Ivan Romeo est quand même calé dans la roue de Mas. On notera ici un truc assez rigolo, c'est qu'il a consommé moins de barres sur l'étape que Mas, alors qu'il lui n'était pas protégé, mais était simplement dans la roue, c'est amusant. Allez, finale ici, on va tenter quelque chose. Grâce à Javier Romo, on va essayer d'emmener Ivan Romeo de la meilleure manière. C'est avec Romeo que j'ai envie de tenter ma chance. Regardez, très beau travail de Javier Romo. Et ici, on est un tout petit peu bloqué, mais c'est la cinématique qui levait. Hop, on attaque dans la descente. Romeo est plutôt un descendeur un petit peu plus que correct. Et il y a moyen peut-être d'aller ici faire un très 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 gros effort. Il reste après tout 5 km et foncer vers la ligne d'arrivée. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. En plus, Romeo n'a pas encore gagné d'étape cette année, donc il s'agirait vraiment d'en gagner une, parce qu'au niveau du moral, c'est en train de lui coûter relativement cher. Il n'a pas le moral, Ivan Romeo. Allez mon grand, tu peux le faire, il y a moins de 10 secondes d'avance, mais c'est encore possible. En plus, un virage, ça nous avantage, puisque le peloton ne peut pas accélérer à ce moment-là. Rond-point dans la foulée, génial. Et donc, victoire pour Ivan Romeo sur fond de Viva Espagna et désormais plus du tout sur fond de cigale, parce que je pense que ça se décèle un petit peu trop à l'oreille, vous me le direz. Bref, on a damé le pion un petit peu à tout le monde là sur ce final. C'est pas grand chose, mais pour moi c'est déjà énorme vu la période de disette dont on sort entre Paris-Nice et Tirreno Adriatico. Bon, sans compter Milan-San Remo, bien sûr, mais aller prendre cette victoire, c'est déjà un énorme succès en soi. Et en plus, ça tombe sur un coureur qui en avait réellement besoin. Voilà. L'autre qui en a besoin, c'est Ivan Garcia Cortina. Mais ça, on le verra dans quelques minutes à la fin du Tour de Catalogne.
pour voir s'il va enfin réussir à faire basculer son moral. Voilà, je crois en le moral. Bon, étape suivante. Un sprint s'annonce hein, du côté de Figueres. Un sprint a priori qui nous concerne pas du tout. Plutôt Olaf Koy, voilà, comme on voit, Milan Fretin, Magnus Cort, etc. Ça va être une étape sur laquelle bon, on a un petit peu moins de choses à montrer, puisque y a peu d'incidence entre notre stratégie et le résultat final. Je m'attacherai simplement à protéger ceux qui doivent l'être, savoir Roméo et Mas, à protéger également les coureurs dans les descentes en levant les protections. Ça, on en a l'habitude, pour réduire les chutes. Pourquoi est-ce que je vous parle de chute? C'est parce qu'ici, regardez, il va se passer quelque chose. Chute de Rodriguez, le leader d'Ineos. Et là, par contre, c'est une très mauvaise nouvelle pour eux, puisque malheureusement, Rodriguez va abandonner. Donc, on le citait parmi les favoris de ce Tour de Catalogne. Et au final, abandon pour Rodriguez. Alors ça, c'est quand même pas une bonne nouvelle dans l'absolu, hein, vis-à-vis de l'intérêt de la course. Alors c'est comme sur le Tour de France, en fait. Hein, on a des gens qui s'éliminent par des chutes. Non, blague à part, si je vois qu'il commence à y en avoir un peu trop dans cette carrière, ben, je réduirai le slider de chute, mais a priori, bon, il y a les chutes, ça arrive dans le cyclisme, donc c'est pour ça que je laisse comme ça pour le moment. On a Ineos qui roule très très fort, l'échappée matinale, le courageux qui a essayé d'aller comme ça, animer l'étape, bah, s'est fait reprendre évidemment. Alors on va me dire, mais tiens, c'est bizarre, c'est Bernal qui roulait là. Ouais, bah en fait, l'explication, on va la voir sur le sprint. Alors moi j'ai pris quelques roues sur le sprint, mais sans prétention. Regardez ce qui va se passer. Olaf Koy est grandissime favori. Et qu'est-ce qui va se passer dans les derniers mètres, hein? En fait, c'est Samuel Watson. Et là, on comprend mieux pourquoi Ineos roulait comme ça. Samuel Watson qui va se retrouver ici à l'emporter au sprint. Donc, bah, très très belle perf pour Samuel Watson. Au classement général, ça va engendrer, regardez, Ibo ici, la petite différence sur la fin pour Samuel Watson. Au classement général, ça va avoir un petit impact, parce qu'il y a des bonifications à l'arrivée, hein, bien sûr. Olaf Koy prend 6 secondes de bonif, et donc c'est Olaf Koy qui va être le nouveau leader de ce Tour de Catalogne. Donc, au moment d'attaquer une étape déjà décisive, l'étape 3 avec cette arrivée à la Molina. Donc bah écoutez, que vous dire, si ce n'est que c'est un grand classique. On l'a couru un certain nombre de fois, même moi je vous l'ai proposé un certain nombre de fois, récemment d'ailleurs avec la Lampre Abarth pour PCM 2024. Cette arrivée me plaît parce qu'au moins des différences peuvent se faire. Ce que j'aime également ici dans cette étape, c'est de voir essentiellement les Visma Lease a Bike, mais pas que, hein, et les UAE, vous allez voir un tout petit peu plus tard, vraiment à la bataille et se tirer la bourre, et qui aura évidemment pas mal d'éliminations. Voilà, le pire scénario pour moi, victoire ou défaite, peu importe, serait de se retrouver avec un peloton un peu trop massif qui arrive et qui se dispute le sprint à la Molina. Ce serait désespérant. Donc, Olaf Koy est utilisé pour le compte de la Visma Lease a Bike, ce qui nous fait ici quelqu'un qui travaille gratuitement. On économise Kuss, on économise Jorgensen, on économise Œil de Brooks pendant tout ce temps-là, et Vingegaard peut ronronner. Et puis ensuite, regardez, après le travail de Koy, alors bon, bah là c'est encore assez modeste, hein, donc il n'y a pas encore un gros rythme, hein, surtout que l'échappée ne demande pas réellement une poursuite folle. Voilà, c'est quelqu'un d'autre qui est aux affaires maintenant, c'est, je crois, Sepp Kuss qui ici mène le peloton. Ah non, c'est Wilco d'abord, voilà, d'abord c'est Kelderman, et puis après ils vont libérer Kuss. Vous voyez que les UAE sont en embuscade et n'hésitent pas à prendre le relais à un moment donné, ici Jevine pour le compte de Almeida ou Ayuso, je l'ignore à ce stade-là, qui sera privilégié entre les deux coureurs, puisque Pogacar n'est pas là. Jevine fait du bon boulot, ça élimine pas mal, le peloton commence à se réduire ici. C'est à nouveau Visma Lease a Bike qui travaille
avec, allez, on va pas se tromper cette fois, Sepkus, voilà. et Vingegaard semble non protégé. Tiens, ça m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, comme ça se calme, bah écoutez, parce que Kuss a tout donné, bon, on va nous-mêmes essayer de rendre les choses plus difficiles pour l'adversité. Ici, c'est Ivan Romeo qui roule. Très bonne forme du jour, plus 3 pour le jeune espagnol. Ici, qui va pouvoir passer, gratter au passage les points du hors-catégorie au niveau du classement de la montagne. Ça fait toujours du bien, on ne sait jamais. Mais surtout, nous mettre en bonne position. Il n'y a plus que 17 hommes dans le peloton des leaders. Le 18e est rentré, c'était Javier Romo. Il avait très peu de retard sur les 17 autres. On est donc 18 pour traiter cette descente et puis ensuite aborder l'ascension vers la Molina. Donc j'essaye à ce moment-là de rouler, mais avec Castrillo. Mais le problème, c'est que il reste des équipiers d'UAE et de Visma qui roulent plus fort que Castrillo. Donc pas grave, tant pis, il y a une élimination qui se fait. Tiens, c'était un tout petit peu reconstitué. Il y avait 25 hommes maintenant dans le peloton. Ça va pas tarder à s'alléger, hein, n'en doutons pas. Et on est pas mal. On est pas mal au niveau de la barre, que ce soit avec Mas ou avec Romeo. On est bien. Attaque de Vingegaard sur la gauche de la route. C'est Carapace qui a pris la suite, notamment. Mais on va essayer, on est encore un petit peu loin du sommet, on va essayer de répliquer uniquement par l'effort, et puis en plus il y a d'autres coureurs, notamment UAE, qui roulent. Donc Ayuso qui bosse pour Almeida, c'est une information, ça veut dire que sûrement ce sera le Portugais qui sera leader de l'UAE sur ce Tour de Catalogne. Et on va atteindre ici le sommet qui précède la minuscule descente, puis on rebasculera vers réellement le petit mur final. C'est parti, on est bien situé, 4 km de l'arrivée, il va falloir juste essayer de prendre les bonnes roues. Attention, sommet atteint ici même, on aborde la minuscule portion de descente, on est 17 et il s'agit d'oser faire les choses. Alors je me demande si la roue de Vingegaard n'est pas quand même un bon plan, mais il ne faudra pas hésiter à planter une attaque si jamais l'opportunité se propose à nous. Allez, 1 km, on attaque. Attaque de Mas, attaque de Romeo, et miraculeusement, ça va être un doublé pour la Movistar ici. Doublé Movistar avec écart comptabilisé sur la ligne. Donc une opération particulièrement juteuse pour nous. Almeida vient prendre les points, la bonification pardon, de 3e. Et rien pour Vingegaard, c'est plutôt une bonne affaire pour le classement général. Donc victoire assez imprévue. Je vous avoue que j'espérais bien figurer, mais je n'espérais pas nécessairement la gagner, celle-là. Et on va se retrouver en très belle position, puisque je rappelle que l'objectif du sponsor, c'est le top 3 sur ce Tour de Catalogne. Bah écoutez, le top 3, on est en phase en tout cas avec ce qu'il faut pour pouvoir l'ambitionner. Techniquement, c'est Romeo qui est leader. Mas n'est pas loin. On va voir la suite. Avec une étape 4 que je crains particulièrement à cause de la configuration de l'arrivée et la menace que peut constituer Vingegaard ici. Il ne faudrait pas lui concéder trop de temps. Il faudrait arriver à limiter, je dirais, les dégâts, hein, puisqu'avec son 84 de notes en moyenne montagne, il est grandissime favori, en tout cas du peloton, pour cette étape et pour la victoire. Donc la stratégie ici n'est pas pour moi de rouler tant que ça. À la limite, s'il y a une échappée qui prend les bonifications, ça me va, du moment que j'arrive à limiter les dégâts. Ce qu'il faudrait éviter à tout prix, c'est une victoire de Vingegaard qui prendrait ainsi en plus 10 secondes de bonif. Donc l'échappée est belle avec Buitrago, avec, on l'a vu aussi, Andreas Kron, avec aussi quelques coureurs bien valeureux qui vont alimenter largement le succès de l'échappée. On va avoir les IF qui sont assez actifs, je dirais. Nous, on est volontairement passifs. N'oublions pas qu'il y a une étape 6 qui est décisive, hein, à venir. Donc, il est hors de question de se cramer ici. Et puis, je sais de toute façon que d'autres vont réagir. Regardez, les Visma Lease Bike et les UAE travaillent très très fort parce que cette échappée avec Buitrago
qui peut éventuellement prendre le maillot s'il ne travaille pas. Elle leur convient pas du tout. C'est pour ça que j'ai un peu bluffé entre guillemets. Ok, ça m'intéresse pas, allez-y les gars. Et c'est ainsi que dans le final, bon, je fais un tout petit peu rouler Pescador, mais c'est un petit peu comme si on faisait pas grand-chose. Et on va essayer de s'appliquer à ne pas trop subir dans cette montée vers Montserrat Millenari. Donc, que dire? Effort curseur protégé. Voilà. Effort curseur protégé très intense pour essayer de coller, pour essayer de bien se retrouver dans les premières positions. Et comme ça, quand Vingegaard, regardez sur la droite de la route, va attaquer, avec Ciccone dans la roue, on essaye d'être placé. Ici, Enric Mas est quand même pas très très loin derrière le Danois, qui a rapidement réussi à faire une forme de différence. Almeida ne l'entend pas de cette oreille et essaye de contre-attaquer, mais il ne rejoint pas Vingegaard. Et nous, 99 curseur, on n'a rien d'autre à faire que jouer sur la barre jaune. Sinon, on est archi pris, archi battu. Tiens, un rescapé repris par Vingegaard, mais la victoire d'étape ne sera pas pour le Danois. C'est Santiago Buitrago qui va s'imposer. Et nous, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que, sur la ligne, l'écart soit le plus faible possible. Ici, Almeida nous fait bien plaisir, puisque en coupant la ligne, il nous permet d'être dans le même temps et d'économiser quelques précieuses secondes. Donc on attend évidemment ici le verdict. Combien? Quel écart? On va voir ça dans une seconde. Le temps de signaler la beauté du ralenti. Le ralenti où on voit énormément de choses. Regardez, ça c'était une vue d'un balcon. Et puis là, on va avoir aussi une somptueuse vue des toits environnants. C'est très important de voir les toits. C'est vrai que ça nous en dit énormément. Regardez, blague à part, 15 secondes d'écart crédité en déficit d'Enric Mas, ce qui fait que Romeo et Mas gardent les 2 premières places, mais Vingegaard se rapproche à 10 secondes. Ça va être très très tendu. Le lendemain, étape 5, plus tranquille a priori, avec des sprinters qui devraient normalement avoir la part belle, mais attention tout de même à la zone de vent dans les 20 derniers kilomètres environ. On ne sait jamais réellement ce que peut être l'impact d'une zone de vent, mais quand même généralement sur PCM et depuis quelques années, depuis leur introduction, sont quand même des moments propices aux gros écarts, aux bordures, etc. Bref, elles jouent leur rôle et elles sont plutôt, on va dire, assez impactantes. Voilà, nous en fait, on ne sait pas trop entre Romeo et Mas, nos 2 leaders, lequel peut le mieux résister, même si j'ai ma petite idée. Romeo pour sa note de plaine, bien sûr. Mais après, physiquement, il n'y a pas une énorme différence entre les deux, parce que je pense qu'Ivan Romeo va progresser, là où Enric Mas, par contre, a depuis très très longtemps atteint son plafond. Et on pénètre ici dans la fameuse zone de vent. Regardez, ça va monter à 40 km/h en avant de... Allez, vent plutôt dans le dos ici, avant le virage. Et Olaf Koy en profite avec Matteo Jorgensen. Ici, c'est vent de côté par contre. Ça peut faire très très mal. Regardez, ça s'arrête de rouler. Jorgensen et Koy, eux, par contre, ne s'arrêtent pas. Alors après, il n'y a pas de danger au général vis-à-vis de Matteo Jorgensen. Romain Bardet qui s'emploie à essayer de faire revenir la Picnic NL. Et nous aussi, on va rouler parce qu'il ne s'agit pas d'offrir à Visma la victoire aussi facilement. Et après, par contre, bon, pour le sprint, on n'est pas très invité, mais sous la banderole des 5 km, par contre, voilà, gros effort de Romo. Ensuite, on va demander à Ivan Romeo de rouler. Il a de la qualité. Toujours 40 km/h de vent. Celui-là est de face à présent. Maintenant, la route va un peu tourner, mais globalement, on va se prendre un vent de face. Attention à Paul Watson dans le final. Et puis on ne sait pas trop qui d'autre. Hein. Peut-être qu'on va avoir une surprise ici. Castrillo qui démarre. Mais dans la foulée, Watson, bien emmené par un sprinter concurrent, c'était Fretin, le Belge, va s'imposer sur la ligne. Et c'est Vandenberg de IF qui va compléter le podium pour cette étape-là.
Étape sur laquelle aucun écart important au classement ne s'est fait entre, on va dire, mes deux leaders, Vingegaard et Almeida. En revanche, Ayuso va prendre une petite cassure et donc ne sera plus dans l'équation pour ce qui est de la victoire finale sur ce Tour de Catalogne. Ici, vous voyez le ralenti de cette victoire dans les derniers mètres de Samuel Watson. Voilà. Donc, une étape qu'on pouvait craindre, mais qui au final n'a pas trop d'impact. Et par contre, il y en a une qui va arriver. Et celle-là, elle est décisive. Avant même l'étape 7, on a la décision qui doit se faire sur l'étape 6, étape reine, hein, on peut le dire. Bon, pour moi, en tout cas, c'est la plus belle. Et elle va donner lieu à une sérieuse empoignade et peut-être à une issue surprenante. Alors, allons-y. Déjà, sur ce terrain-là, Vingegaard est favori. Il possède désormais un retard très très maigre sur Romeo et Mas. Donc, je pense ne pas devoir jouer défensivement, mais plutôt faire preuve de, on va dire, de prise de risque, quoi. Hein. Il va falloir jouer sans attendre. Donc, il y a comme ça ce col hors catégorie qui est placé très très loin de l'arrivée. Je crois que le sommet est à 60 km de l'arrivée. Et je vais demander ici à Pablo Castrillo de travailler, mais surtout à Javier Romo. Hein, donc là, on en voit du Castrillo à l'écran. Après, on l'a reposé un petit peu, l'espagnol. Et puis ensuite, on demande à Javier Romo d'assurer, on va dire, le début de ce col de Pradel. Puis ensuite, on va lancer l'ami Castrillo dans la bataille. Alors c'est parti, regardez, il va remonter très très progressivement. Je remarque ici que certains favoris, comme Vingegaard ou Almeida, ont tendance à traîner un petit peu bas dans ce groupe. Donc je me dis, bah tiens, pourquoi on tenterait pas quelque chose? Donc c'est parti pour Castrillo, regardez, à 2 km de l'arrivée, Ciccone est vigilant, mais Bernal, bon, n'a pas vraiment existé hein, sur ce Tour de Catalogne, on va pas se mentir. Mais regardez où est Vingegaard, regardez où est Almeida. Ils font preuve d'une certaine suffisance tout de même dans cette ascension, parce que là-haut, bah, il est en train de se passer des choses. Il y a eu grosse sélection hein, au préalable grâce au travail de Romo. Et Castrillo, en fait, est en train de partir. Regardez, Castrillo est parti avec Giulio Ciccone. Ils reprennent ici deux rescapés de l'échappée initiale, Leknesund notamment et Coleoni. Et au moment de franchir le sommet, on s'aperçoit que le groupe, on va dire Mas-Romeo, n'a pas besoin de rouler du tout. Ça va être aux autres de faire le boulot parce qu'on a réussi à placer un homme à l'avant. Cet homme, Castrillo, et il est comme Ciccone, il a que 25 secondes de retard au général sur Ivan Romeo. Ça veut dire que en cas d'échappée, on va dire victorieuse, il y a toutes les chances d'aller chercher comme ça le maillot, en tout cas de s'expliquer avec l'Italien. Attaque un petit peu plus bas de Carapace dans un groupe, on va dire, des favoris, au sein duquel pas grand monde ne s'entend. Ça roule tantôt pour Félix Gall, vous voyez les décathlons qui roulent. Il y a d'autres moments où IF a essayé de rouler. Bon, maintenant il roule plus puisque Carapace a tenté son petit départ. Les Visma et The Bike ont l'air de nous prendre de haut. Voilà, Carapace a été repris là. Hein. Les UAE d'Almeida et Ayuso n'ont pas l'air de vouloir vraiment s'investir. Ce qui fait que Ciccone et Castrillo prennent pas mal d'avance. À ce moment-là, ils ont 2 minutes d'avance à 30 km de l'arrivée. C'est pas mal du tout. Ils reprennent en plus progressivement du temps sur les autres rescapés, on va dire, de l'échappée. Je sais qu'il reste encore Geraint Thomas à l'avant, mais nous, finalement, on n'a plus qu'à se laisser faire avec Mas, Romeo dans le groupe là, puisque ce sont les autres qui doivent faire le boulot. Regardez ici UAE un peu. Ensuite, on a toujours ces mêmes équipes qui travaillent. Moins Ineos dans ce contexte-là, parce qu'ils n'ont pas vraiment quelqu'un de placé au général. Hein. Donc c'est compliqué pour eux. Ici, je contribue à l'avant avec Ciccone, mais sans non plus
m'épuiser avec Castrillo, parce que je vois que Ciccone est extrêmement généreux dans l'effort. C'est un super compagnon d'échappée. Alors on l'aide hein, par moment, mais on va pas en faire trop non plus. Il faut garder des munitions pour l'arrivée. Regardez, on va accélérer bientôt là, ici, avec Pablo Castrillo. On a repris Geraint Thomas. Il y a quelqu'un qui est en ligne de mire. Regardez, on l'aperçoit. Romain Bardet est parti. Ça s'entend toujours pas génial hein, dans le groupe Vingegaard, lequel devrait bientôt placer une attaque. Il faut quand même être raisonnable, parce qu'il sinon il est en train de perdre le Tour de Catalogne, tout bêtement. Hein. Et là, après avoir repris Ogier Lascano, deux hommes vont sortir ici à un petit peu moins de 4 km du sommet. C'est Castrillo, bien sûr, à qui il reste pas mal de barres et qui est capable de travailler très très fort, ainsi que Andreas Leknesund. Et là, je me dis la chose suivante. Pourquoi chercher la victoire d'étape alors que seul le temps nous intéresse? Et donc, on va rouler. C'est pas grave si Leknesund nous prend la victoire d'étape, pas de problème. Mais il y aura un écart suffisant avec Jonas Vingegaard qui a fini par réagir, qui forcément fait son effort et fait une petite différence à l'image de l'étape 5 dans la montée finale. Mais devant, eh bien, les choses sont jouées. L'écart est suffisant pour Castrillo qui va prendre le maillot de leader. Leknesund en profite pour sortir de la roue de l'Espagnol et prendre une très bonne victoire d'étape pour Uno X. Et Vingegaard va être crédité, je crois, de 49 secondes de débours vis-à-vis de Castrillo sur la ligne. Vous l'avez donc compris, malgré la bonification de 3e pour Vingegaard, le maillot de leader reste chez Movistar, mais va changer d'épaule, puisque ça va être désormais Pablo Castrillo qui va prendre le leadership de l'équipe. Donc, opération juteuse pour nous, puisque ça assure quasiment la victoire finale sur ce Tour de Catalogne. On en avait besoin. Leknesund a parfaitement joué le coup, hein, c'est parfait pour lui. Mais nous aussi, et finalement, cette offensive à 60 km de l'arrivée a été ultra payante. De façon générale, j'ai toujours remarqué que Vingegaard déteste qu'on le bouscule. Je l'ai vu dans un Giro par-ci, dans d'autres courses par-là. Il déteste être bousculé et attaqué de loin. Et plus c'est le boxon, on va dire, dans une course, moins c'est bon pour Vingegaard sur PCM. Parce qu'après, dans la réalité, c'est encore différent. Il a toujours une équipe qui est capable de contrôler. Mais là, en l'occurrence, l'équipe autour de lui, la Visma, n'a pas contrôlé comme il le fallait. Et la sentence a été immédiate. Voilà. On est maintenant sur l'étape 7, la fameuse. On va avoir 6 fois la montée et la descente, d'ailleurs, vers Montjuïc. Et puis, écoutez, ça va être une étape très courte, hein, moins de 90 km. Moi, je roule un petit peu juste pour le principe. Puis après, au moment du premier passage, je m'aperçois, donc, d'une part, qu'il n'y a plus d'échappée, mais elle a été reprise. Mais surtout que pas grand monde est décidé à animer cette étape. Donc, ok, une apathie générale, peut-être liée à la déception que d'avoir perdu la course du côté des Visma. On se souvient que sur le Tour de Catalogne, vous vous souvenez au printemps, quel a été le final de Roglic pour détrôner Ayuso dans les 20 derniers kilomètres à peu près. Hein. Ça avait été exceptionnel, cette étape 7 IRL. Et là, on va pas avoir quelque chose du même acabit, puisque on va dire qu'on est en total contrôle. La Movistar contrôle totalement cette 7e étape. On se permet alternativement avec Roméo, avec Mas, avec d'autres, de mener ici le peloton. On durcit, hein, il faut quand même l'admettre, on durcit en effort curseur, mais sans que personne ne puisse tenter sa chance. Donc, travail d'équipe qui va ensuite, regardez, se concrétiser au moment du dernier passage par, cette fois-ci, je demande carrément à Enric Mas de travailler très très fort. Roméo dans la roue, Castrillo également pour assurer le général. Et puis derrière, me vient une idée, parce qu'il n'y a plus qu'une descente. Bon, ok, d'accord. Légère remontée, puis redescendre jusqu'à la ligne d'arrivée. Et si on faisait croquer quelqu'un qu'on aime bien,
et qui a beaucoup travaillé en tant qu'équipier sur ce Tour de Catalogne, j'ai nommé Javier Romo, l'ancien d'Astana, l'ancien surtout triathlète. Voilà, on va lui faire la part belle. Mas continue avec son effort, curseur, tranquille. Et Romo, par contre, lance le sprint, surprend tout le monde et va s'imposer en solitaire sur la ligne à Barcelone. Bon, voilà, c'était une étape peu conforme à ce à quoi on pourrait s'attendre et également pas très très réaliste dans le déroulement, si on considère que Movistar est quand même assez faiblarde, je dirais, par rapport à d'autres formations du World Tour, mais par contre c'était parfait pour Javier Romo qui prend ici sa première victoire de la saison. Et donc toujours important de faire plaisir à nos coureurs. Plus ils ont moral excellent, meilleurs ils sont. Et voilà donc la concrétisation aussi de nos efforts pour le classement général, puisque Pablo Castrillo remporte ce Tour de Catalogne avec 31 secondes d'avance sur Vingegaard. On est placé, mais surtout première place, c'est ça qui m'intéressait le plus. L'objectif est donc rempli. Ouf. On peut donc aborder avec une grande sérénité le début des classiques pavés. Donc pendant ce Tour de Catalogne, la période de classique commençait du côté de Bruges-la-Panne par une course qui est quand même un petit peu destinée aux sprinters, faut quand même l'admettre. Et en se demandant un petit peu ce qu'on était capable d'aller y chercher, Warren Skjold, Stuyven, Van Poppel font partie des principaux favoris ici. Il n'y a pas les très très grands noms, mais il y a quand même les seconds couteaux qui sont là. Et puis nous, on va essayer très modestement d'exister ici. Donc une course pas forcément passionnante, faut quand même l'admettre. Déjà au niveau du GPE3, ce sera un petit peu plus rigolo. Et puis après, Game, pour moi encore un peu mieux a priori. Donc ici, course de positionnement. De toute façon, qu'est-ce qui peut bien se passer? L'échappée n'a aucune chance sur Pro Cycling Manager sur ça. En tout cas, si ça vous est arrivé d'avoir une échappée qui l'emporte sur Bruges-la-Panne, franchement, vous me le dites parce que ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai jamais assisté à ça en je ne sais combien d'années de jeu. Allez, on est dans le final. On a pris quelques roues avec Aular, avec peut-être Carlos Canal également, avec Garcia Cortina, qui n'est pas encore sous pic de forme, mais ça ne saurait tarder. Et puis on va essayer de se faire emmener peut-être pour une place d'honneur. Donc c'est parti. Différents trains ont préparé leur coup. Et puis après, on va voir un petit peu la manière dont ça se passe. Regardez, il y a un très bon train, c'est celui de Uno X qui avance masqué. Et puis Arnaud Delis qui va peut-être s'imposer ici. Ah, dommage. Dommage, j'aurais adoré que Arnaud Delis s'impose, mais c'est bien le train Uno X qui avait parfaitement préparé son coup. Le train UAE, pas mal non plus, pour emmener Molano qui vient compléter le podium. Donc derrière Warren Skjold et Arnaud Delis. Donc voilà, un podium intéressant, joli, et puis nous on a quand même cette satisfaction d'aller comme ça récupérer tout de même un top 10. À noter que cette 10e place va faire tellement plaisir à Garcia Cortina que ça va effacer son mauvais moral dû au manque de succès depuis le début d'année. Donc quelques jours plus tard, et toujours entouré par le Tour de Catalogne, on a le Grand Prix de l'E3. Donc la E3 Saxo classique, désormais, depuis quelques années. On est un petit peu plus en forme. On est quasiment tout le monde sous pic. Et donc avec un +3 prévisionnel, on connaît pas mal cette course. Je dirais ceci. Van der Poel, Pogačar, Pedersen en principaux favoris. Pas de surprise particulière. Pourquoi Wout van Aert n'est pas cité? Tout simplement parce que en fait, actuellement, il est blessé. Il s'est fait mal au cours du mois de février, je crois. Et le final, on le connaît aussi depuis quelques années. C'est cet enchaînement inversé par rapport au Tour des Flandres, avec d'abord Paterberg, puis Vieux-Coirmont, et ensuite un dernier petit secteur pavé
sur lequel peut-être à 25 environ kilomètres de l'arrivée, les choses peut-être seront amenées à se décanter, à moins qu'on ait droit, comme ça m'est arrivé relativement récemment sur PCM 24, à un sprint trop massif à mon goût. Voilà, donc à voir. Est-ce qu'un homme seul arrivera, on pense à Pogačar, à tirer son épingle du jeu? Pogačar qui ainsi prendrait une petite revanche par rapport à Milan-San Remo, où il a été finalement croqué sur la ligne, je vous l'ai montré tout à l'heure, par Mats Pedersen. Et nous, en tout cas, on s'arrange juste pour être présent et voir un petit peu si on est en nombre dans le final. Je peux compter sur toujours Canal, Aolar, Garcia Cortina en tête de proue. Et puis on verra un peu si l'union fait la force et si le nombre nous permet de rattraper, je dirais, le déficit de qualité. Voilà, Paterberg, on y est. Premier juge de paix, peut-être. On se positionne. Hein. On y va en curseur. On est protégé en plus par des équipiers. Ok, aucun danger sur le Paterberg. Donc personne n'a tenté sa chance de loin parmi les gros favoris, comme Van Der Poel ou Pogačar, hein, qui auraient pu imaginer attaquer de là. Sur le vieux Quarmont, ce sera exactement le même constat, avec une course absolument pas décantée, si ce n'est une réduction du groupe des favoris. Le peloton est environ à 50 unités, mais rien de particulier. Puis regardez, c'est maintenant que les choses vont se jouer. À 25-24 km de l'arrivée, secteur pavé 3 étoiles, Varent, c'est Tim Wellens qui va allumer la première mèche. Ici, très bonne initiative du coureur belge, avec ensuite quelques accélérations, notamment Kirch, Bjerg, Turner, Stuyven, Pedersen, Rex, Pogačar, Wright, qui ont des fourmis dans les jambes. Une deuxième tentative va arriver ici à un petit peu moins de 20 km de l'arrivée. Là encore, il y a des équipiers de Van Der Poel pour arriver à rouler. Hein. Donc c'est essentiellement les deux Koenig Alpecin, Alpecin de Koenig plutôt, qui font le boulot pour ramener. Et là par contre, attaque décisive. C'est Pogačar qui l'initie. Benoît qui essaye de l'accompagner. Wright qui accompagne. Pedersen, regardez, qui va réussir le jump. Ici, il va réussir à sauter dans les roues. Et tout ce petit monde-là va coller au basque de Tadej Pogačar pour constituer un groupe, mine de rien, très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, derrière, on va être en relative incapacité de rouler. Et puis devant, ça collabore très très fort. Donc c'était la bonne attaque. La troisième dans le final était la bonne. Je tue le suspense, mais regardez, il vaut mieux être honnête et dire les choses. 50 secondes ont été rapidement prises par ces 6 hommes, bientôt 5, puisque je crois que c'est Benoît qui a lâché, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Et ils sont 5 donc à pouvoir se disputer la victoire. Nous, on prépare le sprint, après le travail de Aolar, celui de Carlos Canal, pour essayer de mettre Ivan Garcia Cortina sur orbite. On ne sait jamais, il y a peut-être une place à récupérer. Allez, il faut sprinter très fort. Attention à Van Dijk dans la roue de Garcia Cortina. Voilà, ça fera 7e pour notre leader sur les classiques. En tout cas flandrienne, Garcia Cortina. Et la victoire finale, vous l'avez vu, a été pour Ben Turner qui s'est imposé. Il était le plus frais de l'échappée. Mats Pedersen a donc été battu et Pogačar doit se contenter ici d'une 5e place alors qu'il avait initié les coups, mais il est battu, il est pris au sprint par les autres et peut-être aussi ne s'était-il pas suffisamment économisé. En tout cas, voilà, c'est une nouvelle tentative et un nouvel échec pour le phénomène slovène. Et 2 jours plus tard, en revanche, pas de Pogačar, bien évidemment, sur Gand-Wevelgem. Ça paraît assez cohérent. Le gars doit s'économiser pour le Tour des Flandres. Mais en revanche, de l'adversité, vous allez voir, vis-à-vis de notre équipe qui est axée autour de
Ivan Garcia Cortina, on notera la présence de Mathieu Van Der Poel, donc Wout van Aert toujours blessé, je l'ai déjà dit. Stuyven fait partie des favoris. Attention, en cas d'arrivée au sprint, peut-être que Warren Skjöld peut jouer sa carte pour Uno X. Donc il faut faire attention à eux parce qu'ils sont souvent placés et ils prennent pas beaucoup de risques et ils peuvent être assez dangereux. Ce Gant Wevelgem est marqué par les zones de vent. Vous pouvez apercevoir le profil en bas à droite pour constater que oui, le vent va avoir un impact majeur et risque de réduire drastiquement le groupe de favoris. Et les candidats finalement à la victoire finale devront résister à tout cela. La première zone de vent démarre à 20 km/h, mais après rapidement ça va monter jusqu'à presque 40 km/h de vent. Mais après, il n'est pas non plus super impactant, je trouve, dans un premier temps. Cette zone de vent n'a pas énormément d'impact. Nous, on a déjà crevé une fois avec Ivan Garcia Cortina. C'est pas fini. En fait, on a vraiment des déboires qui font partie du vélo, et il faut l'admettre. Donc, regardez, mes protecteurs, par exemple, sont très fatigués, que ce soit Oliveira, Serrano, et puis quelques kilomètres plus loin, tout le monde est en PLS, de Northgard, Carlos Canal, même Serrano et Oliveira, ils ont déjà jeté l'éponge en apparence. Et on est très peu nombreux, c'est normal, parce qu'en fait, le groupe roule très très vite. Il y a des équipes qui ont décidé de faire tout péter. Et en l'occurrence, on résiste à peine. Regardez, Ivan Garcia Cortina est pas loin de la rupture alors qu'il est à plus 3 et certes il a consommé un peu de barre pour revenir se placer convenablement suite à la crevaison et à la chute. Mais puis voilà, il y en a encore une autre là, voilà, génial. On n'est vraiment pas aidé, hein. Pas aidé, pas aidé. Et voilà, on rentre encore une fois après une petite chute. Groupe qui cette fois est encore réduit à 78, ça fait le yo-yo en fait. Il y a des groupes qui arrivent à revenir quand le peloton s'arrête de rouler. À d'autres moments ça explose complètement, puis après ici, vous voyez, on est de nouveau à environ 140. Bon, ça finira pas à 140, j'aime autant vous le dire de suite, mais voilà, il faut être assez patient, hein. C'est comme le cyclisme en vrai, je dirais, hein. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve de beaucoup de patience, il ne faut pas s'énerver, et il faut surtout rester placé, conserver des chances, et ensuite voir un petit peu ce que ça donne. Désormais, à un petit peu plus de 60 km de l'arrivée, ils sont 40 à pouvoir gagner, 39 à 54 km de l'arrivée. Regardez ce qui va se passer, il y a une fusée nommée Mathieu Van Der Poel qui attaque ici dans le Kemmelberg. Donc pas grand chose à faire sur l'accélération, on n'est pas vraiment surpris. Mathieu s'est envolé et a décidé de partir à 53 km de l'arrivée pour la gagne. Donc moi ça m'arrange plutôt de voir un truc comme ça, parce que allez, il est repris une première fois, il va en replanter une bien sûr, parce qu'il n'est pas du genre à se laisser dicter sa conduite par les autres équipes. Bissegger est parti à la poursuite de Mathieu Van Der Poel, qui s'obstine, hein, qui tient bien à partir tout seul et gagner ce Gant Wevelgem en solitaire, en partant de loin, s'il vous plaît. Un petit peu à l'instar de ce que Pogačar avait tenté sur les Strade Bianche un peu plus tôt dans la partie. Sauf que pour Pogačar, ça n'avait pas marché. Est-ce que pour Mathieu, ça va fonctionner? Regardez, moi je me dis, tant qu'il n'y a pas la minute 30, je ne consomme pas à Hollard pour rouler. Néanmoins, on se rapproche de la minute 30 et nous sommes maintenant à un peu moins de 40 km de l'arrivée, donc je décide quand même de contribuer. Ouais, parce qu'il y a encore pas mal d'équipes qui peuvent rouler, hein, à ce stade-là, hein, donc il ne faut pas vouloir se consommer trop rapidement. Dernier passage au Mont Kemmel, et puis là, on est autour de la minute d'écart pour Van Der Poel. J'ai presque envie de dire qu'il faut le gérer, cet écart. C'est-à-dire ne pas reprendre Mathieu trop rapidement, sinon ça va donner l'occasion à d'autres de peut-être de contre-attaquer. Il faut gérer cet écart, malgré le comportement des autres équipes. Stuyven qui roule très fort, on a un Visma aussi qui roule pour Tiesj Benoot, qui est le leader de la Visma. Zut, ici on rate le bon wagon, on doit revenir un petit peu en curseur.
Des moments, ça je l'ai pas vécu hein, sur les derniers opus de PCM. Hein. Ces petits moments là où ça glisse, là, vous savez, comme à l'instant, ce qui s'est produit. C'est pas grave, allez, 40 secondes environ. Aolar roule, ça relance. On connaît hein, Gant Wevelgem et son final très nerveux, aussi sur PCM. Donc je continue à rouler avec Aolar, sauf que regardez, cassure avec le groupe Ivan Garcia Cortina. Aïe 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 aïe. Quand je dis qu'on n'est pas aidé, franchement, c'est peu de le dire. Alors on rabat Aolar dans la roue de quelqu'un, Hugo Hofstetter ou Michael Bjerg, on verra. Attention à Turner aussi, à Tish Benoît, qui n'en ont plus beaucoup sous la pédale. Allez, Garcia Cortina qui revient. Puis là j'en ai marre en fait. J'en ai marre parce que, à part rouler pour les autres, je sais pas trop ce qu'on va faire. Donc on va essayer d'aller reprendre Mathieu. Ici, allez, on a économisé notre force jusque là et nos barres. Donc on va peut-être essayer d'aller reprendre Mathieu pour s'expliquer en 1 contre 1. Après tout, ça fait très très longtemps qu'il est sorti. Il doit être prenable. On va tout de suite prendre la roue. Regardez bien ce qui va se passer. On est à moins de 10 km de l'arrivée. Il y a un groupe de poursuivants avec Hofstetter et Tish Benoît. Et regardez tout en haut là, en petit, il y a Van Der Poel qui retrouve des forces. Et nous qui lâchons la roue. Phénoménal, j'adore. On lâche la roue, ce qui fait reprendre encore un peu de barre, on consomme, on doit reprendre la roue de Van Der Poel. Tiens, ça a permis le moment d'atermoiement à Hofstetter et Benoît de rentrer. Alors là, il est hors de question de prendre le moindre relais, hein, faut se calmer. Hein. Et Mathieu qui accélère. Mon Dieu, il en replante une. Il est inépuisable. En fait, il se repose 15 secondes et après, il n'y a pas de problème. Il repart et avec sûrement sa barre jaune, hein, il va nous mettre évidemment à mal dans le dernier kilomètre. On va être... Regardez, on est en PLS là, hein, on n'a plus rien, on n'a plus de barre jaune. Et puis lui, il y va tranquille, dans le bon tempo. Il va conclure ce Gant Wevelgem victorieusement. Et nous, on a juste nos yeux pour pleurer avec Garcia Cortina. J'ai cru à un moment donné avoir réalisé la course qui permet un petit hold-up parfait. Puis en fait, non, parce que Van Der Poel est trop fort. Et il lui restait encore ce qu'il fallait pour faire mal à Ivan Garcia Cortina. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si ce n'est que, au moins, on aura essayé tactiquement, je dirais, de jouer notre partition à nous, c'est-à-dire la partition d'une équipe qui est bien plus faible. Hein, et c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. On va accepter cette 2e place. Après tout, elle n'est pas honteuse. Elle appelle juste à se dire que peut-être que cette occasion, en fait, elle se représentera jamais. C'est ça, en fait, qui me déçoit le plus. C'est que, voilà, s'il y avait eu quelqu'un comme Pedersen, d'autres coureurs, on aurait probablement même pas été en position de rêver. Et Van Aert aussi, hein, ne l'oublions pas. Et donc, voilà, c'est une occasion de gâcher. Que dire? En conclusion de l'épisode, au final, on a rempli un objectif sponsor. Plutôt d'ailleurs, on l'a dépassé, tant mieux. Ensuite, il y en a un autre qui se profile à l'horizon. C'est le Tour du Pays Basque. Mais auparavant, on aura peut-être joué le Douars et surtout le Tour des Flandres, ça va de soi. Attention, sur le Tour du Pays Basque, il va falloir être super modeste et ne pas s'attendre à grand chose. Pourquoi? À cause de cette étape 1, 16 km de contre-la-montre qui ne vont pas être en notre faveur, c'est une certitude. Et après, le terrain est assez vallonné, je dirais, assez conforme à l'endroit du Pays Basque qui est comme ça, avec pas beaucoup d'arrivées au sommet et donc pas d'étape particulièrement difficile. Alors je sais pas du tout à quoi on peut s'attendre, je sais pas ce que ça va donner et je sais pas du tout si on sera en mesure de remplir notre objectif top 3. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour traiter de ça, de ce Tour du Pays Basque. Et puis auparavant on aura eu le Tour des Flandres et après on sera allé sur Paris-Roubaix. Tout un programme. Voilà. À plus.